Madame, monsieur, bonsoir. De nombreux projets. Vous n'avez pas une vision d'envergure pour une chose qui peut être la dimension merci, en tout cas. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission post-électorale. Au lendemain des élections communales et provinciales, des citoyens réagissent sur les réseaux sociaux par rapport à la formation de coalitions. Alors certains crient au scandale quand le premier parti d'une commune est renvoyé dans l'opposition. D'autres s'étonnent de ne pas voir le parti qui progresse le plus monter au pouvoir ou encore de voir un parti qui n'a pas 50% des suffrages décrocher la majorité absolue. Élection, notre démocratie est-elle parfois bafouée? C'est le thème de notre émission ce soir et pour en parler, j'accueille autour de la table 5 invités. Alors nous avons d'abord Sébastien Humblay, vous nous venez de la commune d'Assès. Votre liste ALN est la plus forte à Assès depuis 2006 et elle restera pourtant une fois de plus dans l'opposition comme en 2012. Également parmi nous, Magali Deprost, vous êtes floréfoise, bonsoir. Vous faites partie du groupe Écolo, deuxième parti de Floref, qui a décidé de former une tripartite avec le PS et Défi pour envoyer le premier parti floréfois, RPF, dans l'opposition. RPF, un parti qui a perdu 15% lors de ce scrutin et qui, malgré cela, reste nettement le premier parti de Floref. De l'autre côté de la table, j'accueille Monsieur Baudouin-Skellen. Vous allez sans doute ceindre l'écharpe maillotale du côté de Viroinval et pourtant au lendemain du 14 octobre nombreux étaient les électeurs qui pensaient que ça allait être Jean-Marc Delisée qui allait occuper la place de bourgmestre. Il n'en sera rien puisque Récy, vous étiez en coalition avec Jean-Marc Delisée, vous avez décidé d'aller finalement avec un autre partenaire. Dernier élu sur ce plateau, Eddy Fontaine qui faisait un peu la soupe à la grimace, même beaucoup au lendemain des élections, puisque son premier parti PEPS à Couvain, le premier parti de Couvain, le seul à gagner en voix et à gagner en siège, a pourtant été renvoyé dans l'opposition. Et puis lui, il n'a pas subi un revers électoral le 14 octobre, il ne brigue pas non plus le mandat de bourgmestre. Nous accueillons Jean-Benoît Pilet, bonsoir professeur en sciences politiques à l'ULB. Il ne manquera pas d'apporter son éclairage sur ce débat qui va commencer maintenant par un petit jeu. Alors je vous dis tout de suite, il n'y a rien à gagner. Je vous propose un petit jeu pour commencer. Je vais vous énoncer des cas de figure qui ont été couchés sur papier au lendemain des élections. Je vais vous demander de lever la main si vous trouvez cette situation antidémocratique. Ok ? Vous êtes prêts ? Je ne sais pas si Jean-Benoît Pilet vous jouez, vous devez avoir une certaine neutralité. Allez, on va essayer. Donc, premier cas de figure, 3 partis qui s'allient contre le premier, qui est en net recul pour former une majorité qui ne tient qu'à un siège. Est-ce antidémocratique ? Vous attendez, au fait, chacun lève la main pour voir un peu. Donc, non. Autre situation, un parti reste toujours premier parti après un recul de 9% et reste sur les bancs de l'opposition. Est-ce antidémocratique ? Toujours pas de main levée. Et puis troisième situation, un seul parti remporte les élections, il est le seul à progresser en termes de voix et reste le premier parti de sa commune au lendemain du scrutin. Il est renvoyé dans l'opposition. Est-ce antidémocratique ou pas ? Voilà. Eddy Fontaine qui intervient. Dites-moi pourquoi vous levez la main, dites-moi. Parce que, je veux dire, à un moment donné, si le citoyen se prononce en faveur d'un parti, que ce parti progresse, qu'il n'est pas loin d'une majorité absolue, je trouve que c'est quand même un peu dommage. Après, on en discutera, mais c'est un peu dommage que X partis, 2, 3, 4 partis s'allient pour le mettre dehors. Que ça soit pour la liste PEPS, c'est le cas à Couvain, clairement, mais que ça soit pour d'autres partis dans d'autres communes. Je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être réfléchir différemment et essayer de voir s'il y a moyen d'adapter cette législation au communal, hein. Je ne dis pas qu'il faut l'adapter partout, mais en tout cas au communal, pour éviter des cas de figure comme on a pu connaître et comme on connaîtra encore. Donc dire clairement la situation à Couvain, votre parti PEPS, donc c'est le PS, vous cartonnez. C'est sur une base PS, mais une liste PS, complètement d'ouverture. Ben, on cartonne, clairement on cartonne. On est le seul parti avec Écolo, mais qui vient de zéro, qui reprend un siège. On est le seul parti qui est en progression. Les deux autres partis sont les majeurs, CDH et MR sont en régression, et puis il y avait 2 autres partis qui n'ont pas scoré. Donc voilà, on se retrouve maintenant avec un bourgmestre qui fait, un bourgmestre sortant qui fait 1800 voix. On a les scores de préférence c'est marquant. Mais voilà, c'est comme ça. Pour l'instant, c'est la règle. Donc, dire que j'étais groggy, c'est pas tout à fait le cas parce que, évidemment, on connaît les règles du jeu.
Est-ce qu'il y a moyen maintenant de réfléchir autrement? Parce que le citoyen couvinois, mais je pense que dans d'autres communes aussi, le citoyen se sent grugé à un moment donné. Et la réaction qu'on entend beaucoup, énormément, c'est de dire moi en mai c'est terminé, je ne vais pas voter. On n'a pas respecté mon choix, en tout cas il n'y a pas eu une ouverture. Mais je développerai. Donc c'est le sentiment que vous avez à Couvin, des gens qui ne comprennent pas le fait que vous soyez énorme, hein, les gens, opposition. après les réseaux sociaux, on sait ce que ça vaut, les gens sont très forts derrière un clavier, mais là ça parle beaucoup, c'est énorme, c'est énorme. Peut-être du côté d'ACES, peut-être parler un peu de votre parti, ALN. Donc depuis 2006, vous êtes le premier parti en termes de voix et vous êtes renvoyé dans l'opposition en 2012. Là, vous parlez de déni de démocratie sur ACES ou pas? Donc nous étions déjà le premier parti de la majorité en 2000. Oui. Nous avons doublé notre nombre d'élus en 2006 pour devenir là le premier parti et de la majorité et de la commune en général. Nous le restons en 2012 et nous le restons encore aujourd'hui. Mais effectivement, depuis 2012, même 2013 chez nous, puisque ça avait pris un peu de retard, ALN est dans l'opposition. Et j'ai entendu le maire sortant et entrant, donc Kéran Pil, déclarer sur ce plateau la semaine dernière que la majorité avait gagné les élections. Si on veut vraiment observer les chiffres, il y avait 3 groupes qui formaient la majorité à ACES jusque la semaine dernière, enfin jusqu'au 2 décembre. Une branche disparaît, donc est décapitée. La tendance PS n'est plus représentée, ne sera plus représentée au conseil communal, plus d'élus. Même en faisant abstraction de ce groupe-là, si je prends uniquement la tendance CDH, Accord et le groupe écolo, ensemble, ils vont faire 46% de suffrages communaux exprimés, donc plus de la moitié des Acessois n'ont pas voté pour la majorité qui va s'installer. Et si je prends même les tendances, parce que j'entendais M. Fontaine parler de tendances, il y a ceux qui chutent et il y a ceux qui augmentent. Si je prends, en mettant de nouveau le groupe PS en dehors du jeu, puisqu'il n'a plus d'élus, les tendances, Écolo gagne 1,5% et gagne un élu à ACES, mais la tendance Accord CDH perd 3%. Donc, en suffrage communaux exprimés, la nouvelle majorité est moins populaire qu'en 2012. Et le Mailleur a dit ici, nous gagnons les élections. Ça, au niveau des chiffres réels, ça n'est pas correct. Je vais me tourner vers vous, Magali Desprost. Imaginons qu'en 2012, vous étiez à ACES. Donc, ACES, une tripartite, effectivement, composée de Accord, Écolo et Adroc, éjecte le premier parti acessois de M. Humblet, ici. Est-ce que vous serez monté dans une tripartite en éjectant le premier parti acessois avec une tripartite qui ne tenait qu'à un siège? Est-ce que vous aurez fait ce choix ou pas? Écoutez, je ne connais pas la réalité de... Ouais, je passe le cas de figure. Oui, mais donc je ne connais pas du tout la réalité d'ACES. Je pense que derrière les chiffres, il y a aussi des projets. Je pense qu'il y a aussi l'intérêt dans les coalitions, c'est aussi de former des projets ou de s'opposer à certains projets. Enfin voilà, c'est parfois le cas de figure aussi qu'on constate. Et donc de prime abord, par rapport à ACES, vous dites là, il n'y a pas eu un déni de démocratie comme on a entendu en 2012 en disant voilà, on est le parti le plus important et on se fait éjecter par une tripartite qui ne tient qu'à un siège. Oui, je pense que on en tire un peu chaque fois les conclusions que l'on veut en fonction de la position que l'on a. Mais voilà, je pense qu'effectivement, ce qui est parfois dommage, c'est que le dialogue est rompu entre les partis. Et donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'on peut regretter, c'est qu'effectivement, un parti qui progresse, qui est le premier parti de la commune, se voit même coupé en termes de communication et n'a même pas la possibilité de pouvoir amener une proposition alternative. Voilà, c'est peut-être ça qu'on peut regretter, c'est qu'il y a une telle tension au moment... à l'issue du scrutin, c'est que ça se passe extrêmement vite et donc on peut comprendre qu'il y a de la frustration de toutes parts, je pense. Et donc, moi j'aurais tendance à dire, en tout cas, il faudrait au moins qu'il y ait un dialogue entre groupes qui permettrait de pouvoir amener davantage de dialogue parce qu'effectivement, on peut faire la sourde oreille parce qu'on décide de travailler dans son coin, indépendamment d'un groupe. Voilà, peut-être que je pense qu'en termes d'ouverture, il y aurait moyen de trouver un système qui permettrait d'avoir, en même temps, de s'assurer qu'il y ait un dialogue entre tous les groupes. Donc votre discours, c'est de dire qu'il ne faut pas tenir compte uniquement des chiffres parce que derrière, il y a une réalité de convergence de programme. Il y a des projets, il y a des personnes aussi. Oui. Il y a les personnes, c'est important. C'est les personnes qui sont amenées à travailler pendant 6 ans. Donc, il y a des compatibilités plus fortes entre les uns et les autres. Donc, il y a aussi ça, il y a les chiffres, mais il y a aussi toute une série d'autres paramètres qui jouent dans la détermination du choix d'une majorité. Rapidement, M. Mottard, remarquons qu'au fédéral ou à la région, le parti gagnant ouvre les négociations. Au fédéral, c'est d'ailleurs le roi qui nomme un conciliateur.
On sait que c'est un accord, un consensus entre les partis, et à la région, le roi n'intervient pas, le parti gagnant dirige ces négociations, même jusqu'à un échec. On l'a vu avec parfois des négociateurs de partis différents. Aux communes, dans les minutes qui suivent, les chiffres, les téléphones chauffent. Et ça, madame, permettez-moi de dire que les projets n'ont guère d'importance à minuit le dimanche ou à 1h du matin le lundi. C'est rapidement la question des mandats qui est sur la table, le nombre de membres au collège. Je ne puis pas penser qu'on discute de projets, de programmes en pleine nuit, dans l'effervescence et avec les téléphones qui sonnent. Je pense que là, le meilleur, en vertu du décret, et le nombre des joints, ce sont les seuls critères qui interviennent dans les minutes qui suivent. Parce que les projets sont connus avant. C'est la seule chose que l'on sait, c'est le projet et les personnes. Alors les personnes élues, ça peut se discuter, mais en tout cas, les projets sont connus avant le scrutin. Donc voilà, ça c'est quand même un paramètre qu'on maîtrise, mais c'est vrai que par rapport à ce qui se passe au niveau de la région, au niveau fédéral, l'ouverture du dialogue, ça c'est quand même quelque chose qui pourrait être vraiment amélioré. Je voudrais simplement dire que la légitimité d'une élection, mais elle vient tout simplement de la loi électorale qui est quand même mise en place depuis 1899, puisque c'est la première fois qu'on a élu nos députés à la Chambre fédérale avec un scrutin proportionnel. Donc ici autour de la table, effectivement, il y a des cas de figure qui sont propres à chacune des communes, mais je ne pense pas qu'on ait fait un déni de démocratie je dirais, en faisant les choix qui sont faits, puisque quelque part, on est conforté par la loi qui a été tout simplement édictée par une assemblée démocratique elle-même. Donc de ce côté-là, je pense qu'il faut voir effectivement le côté de la loi et la formalité des choses. Et après, effectivement, on a le problème des accointances de personnes. Le réalisme politique. Le réalisme politique, surtout dans des communes qui sont plus petites comme les nôtres, où effectivement, on a aussi le vécu au quotidien de la population et le vécu au quotidien des élus entre eux. Et donc, chaque cas, évidemment, peut être différent, mais il faut insister sur le fait qu'ici, on n'a aucun cas qui, pour moi, est antidémocratique. On n'a pas levé le doigt premier tour. Hein. Effectivement, je rejoins assez bien ce qui est dit. Effectivement, il n'y a rien d'antidémocratique. Mais ce qu'il faut voir, c'est la perception du citoyen. La perception du citoyen, même si la loi, elle abonde dans le sens de ce qui s'est passé autour de la table dans différentes communes, le citoyen qui se déplace pour aller voter ne comprend pas les choses de la même manière. Alors quand on discutait de programme, et quand tu disais aussi, à un moment donné, les téléphones chauffent, oui, effectivement, mais je pense que tout se fait dans la précipitation. Quand je vois ce qui se fait dans les grandes villes, où ils prennent 1 semaine, 2 semaines pour consulter tout le monde, ici ça part dans tous les sens, et le cas particulier de Couvain, que je ne vais pas développer, simplement, vous avez 2 partis maintenant qui ont perdu, 2 partis qui ont des programmes, mais totalement aux antipodes, alors que nous, on avait un programme qui était quasi identique à un des 2 partenaires. Et ils partent dans une majorité de 12 contre 11, alors qu'ils pouvaient faire une majorité de 16. Mais ça, on reviendra sûrement dans les différentes propositions. Et alors, ce qui m'amuse, moi, c'est qu'au niveau des dirigeants, parce que nous, on est des communaux, des ruraux, je vais dire. Hein, quand j'entends les déclarations, ou je lis les déclarations de la semaine dernière dans la presse, où M. Clarinval, qui est président du groupe MR, ou Maxime Prévost, qui disent... Le parti qui a gagné, le parti qui est le plus puissant, doit être dans une majorité. Et ils font tout le contraire. Ça, voilà, c'est une question qu'on peut soulever. Est-ce que, peut-être par rapport aux électeurs qui, des fois, ne comprennent pas que le premier parti soit éjecté dans l'opposition, est-ce qu'il faut, je pose la question autour de la table, est-ce qu'il faut que le premier parti soit d'office dans une majorité ? Peut-être pas d'office, mais je reviens sur ce que Magali a dit. Pour moi, l'important, en tout cas, à tout le moins, il doit pouvoir entamer les négociations. Et si au bout du tour de table, il s'avère que c'est pas possible, c'est vraiment pas possible, parce qu'il n'y a rien à faire. Quand on peut parler posément, on peut développer ses programmes. Et soyons clairs, dans une commune comme la nôtre, comme les nôtres, les projets sont les mêmes. Jean-Benoît Pilet, ça c'est une question. Le bourgmestre de Gênes, d'ailleurs, qui a perdu sa majorité absolue, disait au moins le minimum, c'est que le premier parti, en termes de voix, garde la main pour les négociations. Est-ce que ça devrait être appliqué ou pas ? Je pense qu'on tout à fait. On n'a pas besoin de légiférer. Hein. On peut avoir effectivement une pratique qui s'installe et qui est une manière de fonctionner entre partis. Donc je pense que ce ne serait pas trop compliqué. Après, ce serait parfois complètement factice, parce qu'il faut aussi souligner un certain nombre de situations où il y a un accord qui est prêt. Et donc la seule chose qu'on fait, c'est qu'on vérifie si, oui ou non, on a les sièges pour y aller. Donc il n'y a pas forcément besoin de faire des tours de table pendant 3 semaines. Mais ce serait, à mon avis, une bonne pratique politique que de faire cela. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui a été soulevé dans le débat et qui est quand même important. C'est que cette incompréhension et tous les messages qu'on entend
ils sont, à mon avis, liés à une mauvaise perception de ce qu'est cette élection communale. L'élection communale, elle demande à l'électeur de voter pour des listes qui vont composer le conseil communal. Et notamment à cause de certains mécanismes, comme par exemple le mécanisme de désignation du bourgmestre sur la base des voix de préférence, on donne l'impression à l'électeur qu'il va choisir son bourgmestre, qui va désigner aussi ses échevins en voie de préférence, qui va intervenir sur quelle est la majorité qui est composée, ce qui n'est pas du tout le sens du vote. Le vote, c'est un scrutin proportionnel, on vote pour des listes, ces listes obtiennent des sièges, et puis après, en second lieu, interviennent les voix de préférence. Et ici, on donne plein d'importance aux voix de préférence avec la désignation du bourgmestre, avec la suppression de l'effet dévolutif de la case de tête. Donc l'électeur, qu'est-ce qu'il entend? C'est les voix de préférence qui comptent le plus. Et puis l'électeur, qu'est-ce qu'il entend? C'est la première chose, la nuit même, c'est qui va devenir bourgmestre. Et donc il a l'impression qu'en fait son vote est un vote pour le futur bourgmestre. Et d'ailleurs les listes et les candidats font ça en disant « je suis votre candidat bourgmestre ». Ce qui est important, mais en même temps il faut aussi pouvoir dire à l'électeur « je suis votre candidat bourgmestre sous réserve de pouvoir former une coalition ». Ça brouille la logique un peu. Moi je pense, et assez logiquement, que pour un électeur qui suit la politique pas de façon très très poussée, quand il va voter, il pense qu'il va désigner son bourgmestre et désigner sa majorité, et il oublie qu'il y a un conseil communal. Et d'ailleurs, même dans le fonctionnement quotidien de la commune, si vous demandez de parler de politique communale aux citoyens namurois, vous allez avoir quoi? On va vous parler de qui est bourgmestre, on va vous parler de votre échevin, et vous allez dire oui, mais il y a un conseil communal. Ah oui, quand est-ce que ça a lieu? Et on le voit bien, par exemple, avec la possibilité d'assister à ce conseil communal, presque personne n'y va. Et donc on a un décalage entre le sens que l'électeur donne à son vote et ce qu'est la réalité de son vote. Et donc, ça produit ces incompréhensions de plein de nature. Et donc, je pense qu'à un moment, soit il va falloir reclarifier et dire non, en fait, les voix de préférence, c'est pas si important que ça. C'est d'abord combien de sièges vont avoir les différentes listes et puis la négociation. Ou alors, il faut vraiment qu'on se dise, on franchit le pas et on va vers un système où, clairement, l'électeur a son mot à dire pour former la majorité, et éventuellement avec un système à 2 tours, et éventuellement vers un système où les voix de préférence sont ceux qui priment. Et on va dire, par exemple, aussi, les échevinats se font totalement aux voix de préférence, on y reviendra, mais ça pourrait être aussi quelque chose qu'on met en œuvre. Mais rester entre les deux, avoir d'un côté un système qui est sur le conseil communal, alors qu'en fait l'électeur il a l'impression que ce qu'il fait c'est désigner son bourgmestre et ses échevins, ça crée plein de situations qui sont problématiques et qui génèrent de la frustration. Tout à fait. C'est le législateur qui a voulu que le bourgmestre soit l'homme le plus populaire ou la dame la plus populaire de la liste la plus forte. Donc le citoyen a l'impression en ciblant un élu, un candidat, il va désigner le bourgmestre. Mais si toutes les listes s'allient contre la liste la plus forte, on peut avoir un mailleur qui a la moitié des voix du candidat qui est plébiscité sur une autre liste. Et ça brouille effectivement les cartes. Mais à vous entendre, il faudrait supprimer ce système-là, revenir comme avant? Je pose la question, c'est peut-être Skellen? Moi, je pense qu'en tout cas, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, un système majoritaire à 2 tours, ce serait, pour les communales, ce serait catastrophique, parce qu'on crisperait évidemment, je dirais, l'électorat, puisqu'à ce moment-là, on n'aurait vraiment qu'une majorité extrêmement forte, qui pourrait être représentée par seulement 35% des électeurs. On peut regarder ce qui se passe en France avec la désignation du président. 35% de la population a voté pour le président Macron, et pourtant il est président de tous les Français. Donc le système à la proportionnelle, c'est une réelle richesse pour la Belgique. Mais évidemment, c'est assez compliqué, effectivement, dans des élections communales, de faire comprendre ça à l'ensemble des citoyens qui, finalement, vont voter pour leur poulain. Et donc, s'ils se sentent exclus, ça crée effectivement de la frustration. Mais c'est là la force d'un pays démocratique, c'est d'être capable, à un moment donné, de dire « oui, il y a une légitimité à la majorité qui se met en place, et j'accepte, effectivement, de me retrouver... » l'avoir voté pour je dirais, l'opposition. Il donne les cartes aux partis qui finalement choisissent ses partenaires après. Mais finalement, on est déjà dans un système à 2 tours, peut-être pas officiellement, parce que les urnes et puis la négociation va après. Et donc les gens votent pour quelqu'un, pour un parti, pour un groupe, pour des personnes, et puis après ils se sentent floués parce que c'est pas ces personnes-là qui sont autour de la table. Donc finalement, sauf que là, les citoyens participent pas au deuxième tour. Là, c'est totalement légiféré. En France, voilà, il y a 2 tours, et puis après des listes qui se mettent ensemble pour barrer les autres. Mais ici, ces 2 tours, c'est les élections, c'est une bataille. La deuxième bataille, c'est de rentrer dans une majorité. Ouais. Voilà. Sauf que, normalement, dans ce système-là, dans ce système qui existe actuellement, la plupart des cas, la majorité aura au moins 50% des voix. Et donc, on a des cas particuliers, mais globalement, on ne peut pas se retrouver avec, justement, je dirais, un parti qui va se retrouver avec sa plus grande force dans le conseil communal avec 35%. Ça, c'est pas possible avec notre système. Et donc, c'est quand même un garde-fou par rapport à la démocratie. Moi, je ne voudrais pas me trouver dans un système majoritaire à 2 tours, parce qu'en plus, tous les projets qui sont faits
sont chaque fois rebasculés à chaque élection quand on passe de gauche à droite. Et donc on a quelque chose qui est stabilisé par ce système. Et donc je pense qu'on peut être fier du système d'élection communale en Belgique. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas chaque système a ses avantages, ses inconvénients? Vous parlez du système majoritaire en France. Au moins, quand il y a un parti qui est au pouvoir, il n'est pas bloqué au niveau du programme. Il peut appliquer son programme parce qu'il n'y a pas d'autres partenaires qui freinent dans l'établissement d'un projet. On est un pays de consensus et c'est ce qui fait un peu la force de la politique belge. On n'avance pas à grand écart, on avance à petits pas, mais on avance toujours. Et donc ça, je pense que c'est un message qui n'est pas toujours perceptible par l'électeur, parce qu'effectivement, il ne comprend pas toujours les jeux d'alliance qu'il peut y avoir, mais au moins, on avance. Alors que dans d'autres systèmes, eh bien, on fait un pas en avant, un pas en arrière, on casse ce que les autres ont fait. Ici, on est obligé de s'entendre à un moment donné sur un programme, et je pense que c'est bien plus bénéfique pour la politique communale, en tout cas. Nathalie Depreux, vous voulez intervenir? Oui, donc moi, deux éléments. Bon, par rapport au système proportionnel, par rapport au système majoritaire qu'on a en France, clairement, le système proportionnel, enfin, en tout cas, moi, il me semble beaucoup plus équitable, beaucoup plus démocratique, parce que, à part exception, enfin voilà, on parlera sans doute de la répartition des sièges, mais logiquement, la majorité en place a la majorité des voix. Et ça, c'est quand même l'élément essentiel. Et par ailleurs, le principe de coalition permet aussi d'avoir une plus grande diversité de représentativité en termes de sensibilité de ce que les électeurs ont souhaité. Donc, moi, je trouve que ce système, même si voilà, il a aussi des inconvénients, a au moins l'avantage d'ouvrir aussi la porte à des plus petits partis, à des partis émergents qui ont des pratiques politiques différentes. Et alors, un deuxième élément que j'aimerais bien soulever, vous parlez du message que l'électeur ce que l'électeur ressent au moment où il octroie son vote à une liste ou à une personne. C'est vrai que le fait d'avoir le sentiment de donner sa voix à une personne, ça relève aussi d'une culture politique particulière. Je parle plus spécifiquement pour le cas d'Écolo à Fleuref. On a une campagne qui n'est pas une campagne personnalisée. On a fait campagne de manière collective. Alors après, comparer les voix de préférence des élus de la liste Écolo avec des voix de préférence d'une liste où ils ont fait chacun campagne individuellement, ce n'est pas correct. Je pense qu'il faut revoir des choses au plus haut niveau. Idéalement, par exemple, vous verrez un système où simplement on vote pour les partis, sans les noms? Je ne dis pas ça, mais je dis simplement que il faut comparer ce qui est comparable. Nous, on a fait une campagne collective, pas axée sur les personnes. Si je compare simplement les votes de tête et les voix de préférence, proportionnellement, chez nous, on a beaucoup plus de votes de tête que de voix de préférence. Et donc, après, venir dire que la personne qui serait élue sur notre liste n'est pas légitime parce qu'en termes de voix, il a peut-être la moitié. Non, il est légitime parce qu'il représente un certain pourcentage et que globalement, dans une majorité, ça représente une majorité des votes. Pardon. Cet élu est légitime, mais quand c'est 4 fois moins, quand un échevin d'un petit groupe a 4 fois moins de voix que des conseillers non échevins de la liste gagnante, ça peut surprendre. Je vous reprends quand même, vous dites que le système proportionnel garantit que la majorité s'appuie sur la majorité des voix. Non, oui, mais ça en apporte la preuve. Sous les réserves voilà, de la répartition des sièges. Ensemble. Effectivement. Je voudrais faire une réflexion plus générale au niveau du système majoritaire ou proportionnel. Je comprends votre réponse et aussi l'intervention de M. Scallen. Si c'était le système majoritaire en Wallonie, le CDH n'existerait plus depuis une dizaine d'années, et Écolo n'aurait sans doute pas vu le jour, on n'aurait pas pris le développement qu'on connaît à Écolo aujourd'hui. Donc je ne suis pas pour le système majoritaire, je crois que le système proportionnel répond mieux aux demandes des gens, à la sociologie, aux différentes composantes de la population, mais on pourrait avoir un système proportionnel avec des éléments correctifs. Comme en Italie, je crois que M. Pilet peut nous donner un exemple, où on corrige pour éviter que l'ensemble des petites listes se coalisent contre la liste gagnante. On va revenir sur ce point aussi avec une interpellation de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux, c'est de ne pas comprendre par exemple qu'un parti qui obtient moins de 50% des voix obtient la majorité absolue. Alors comment ça se fait ça? Quel est le calcul? Quel est le système? C'est une volonté du législateur. En fait, on va avoir la distribution des voix et puis il va falloir transformer ça en sièges. Ça ne se fait pas de façon magique. Quand vous avez 45% des voix et que vous devez diviser 10 sièges, il n'y a pas 4 sièges et demi. Donc il faut bien trouver une formule. Et donc ce qu'on a ici, c'est ce qu'on appelle la formule Imperiali. Et cette formule, comparée à l'autre formule qu'on utilise pour les élections en Belgique, les élections fédérales, les élections européennes, les élections régionales, elle a comme effet de favoriser les plus grands partis pour essayer justement de créer une majorité stable. Et donc quand il y a eu ce débat entre Imperiali et Dons, donc entre la façon dont on calcule la distribution des sièges, clairement le législateur a dit pour les communales,
il nous faut une formule qui soit moins proportionnelle parce que l'enjeu là est plutôt de créer une majorité stable, si possible autour d'un petit nombre de partis, et le but n'est pas d'offrir un maximum d'ouverture et d'avoir beaucoup de listes qui sont présentées. Donc on a un système dont on détaillera les mécanismes dans quelques instants, mais c'est un système qui vise cela et qui fait qu'effectivement on peut tout à fait, alors ça dépend un peu de la distribution du nombre de listes et de la distribution des votes, mais on peut tout à fait avec 40, 42, 45% avoir une majorité des sièges, comme on peut aussi avoir 60% des votes et avoir 85% des sièges, mais c'est voulu. Pourquoi c'est voulu? Parce que c'était l'idée qu'on est parti pour 6 ans ensemble. Et donc il va falloir que cette majorité elle tienne, il va falloir que cette majorité elle soit stable, et donc évitons des majorités qui se basent sur 4-5 partis, surtout qu'au moment où ça a été mis en place, les majorités elles ne pouvaient pas tomber. Donc maintenant on a la motion de méfiance constructive qui fait que s'il y a un problème dans la majorité en cours de législature, on peut la faire tomber. Mais au moment où on a opté pour le système impériali, la majorité elle ne pouvait pas tomber, donc il fallait éviter d'être dans un conflit permanent, et donc c'est vraiment une volonté. Justement, cette clé impériali, je pense que c'est une première mondiale, explication en direct de la clé impériali. On a Jean-Benoît Pilet va s'y coller avec un petit tableau ici pour bien comprendre la clé impériali et ce système qui est souvent méconnu du public. Très bien. Donc en fait, la clé impériali, comme la clé Dunn, c'est ce qu'on appelle une méthode de diviseur successif. Donc on prend les scores en vote. Donc ici, on a la liste 1 qui a 50 votes, la liste 2 qui a 32 votes, la liste 3 qui a 18 votes. Et on va diviser ces scores par 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc par 2, ça donne 25, 16, 9. Puis par 3, on va avoir 16,6, 10,6, 6. Et on va continuer comme ça à diviser par 4, par 5, par 6, par 7. Et donc ça donne des quotients. Puis ensuite, on va distribuer les sièges en suivant ces quotients. Donc le premier siège, il va aller au premier quotient. Ici, c'est 25. Donc la plus grande liste a le plus grand quotient quand on regarde tous les quotients en parallèle. Puis on va regarder le deuxième siège. Ce sera de nouveau cette liste-là avec 16,6. Le troisième siège, ça va être sur la liste 2. Le quotient est de 16. On va continuer. Quatrième siège va aller à la liste 1 avec 12,5. Le cinquième siège va aller à la liste 2 avec 10,6. Puis ça va aller de nouveau à la liste 5. Et on va continuer comme ça avec l'entièreté des sièges jusqu'à ce qu'on ait les 11 sièges qui sont distribués. Et donc, on voit ici que ça va donner au final, quand on aura distribué tous les sièges, ça va donner 6 sièges, si je ne me trompe, 6 sièges à la liste 1, 4 sièges à la liste 2 et 1 siège à la liste 3. Et donc, évidemment, on peut être surpris parce que, regardez, il y a 50 votes pour la liste 1, il y a 18 votes pour la liste 3, donc l'écart, il est de plus ou moins 2,5. Or, on va avoir 6 sièges d'un côté, 6 fois plus de sièges pour la liste 1 que pour la liste 3. Mais c'est le système qui est comme ça, qui fait qu'on divise par 2. Donc, on va commencer le comptage à partir du score divisé par 2, alors que pour les élections fédérales, régionales et européennes, on commence par la division par 1. Donc, on commence la distribution à 50 votes, 32 votes, 18 votes. Et donc, ça a comme effet, cette clé impériali, de favoriser les grands partis. Ici, vous voyez, la liste 1, elle a la majorité absolue, 6 sièges sur 11, alors qu'au total, sur les 100 voix, elle n'en a que 50. Donc, elle avait pas tout à fait cette majorité. Et donc, on est dans un système qui va favoriser ça. Si on avait la clé Dunn, on aurait sans doute eu un deuxième siège pour la liste 3 et un siège de moins pour la liste 1 ou pour la liste 2. Et donc, le système est fait comme cela. Il vise à favoriser la présence d'une liste forte. Alors, ça va parfois pas assez loin, puisqu'on entend ici autour de la table qu'on a parfois des listes qui ont eu plus de 40% et qui n'ont pas pour autant eu une majorité absolue en siège, mais c'est l'idée générale, c'est d'aller vers ce dont on parlait il y a quelques instants, c'est-à-dire un système qui permettra à une liste qui est très très forte et qui est proche de la majorité d'avoir si possible une majorité. Ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est vers cette logique-là qu'on va. Alors justement, on a pris 3 cas de figure, vous êtes amusé un vendredi soir, voilà, tout à fait. Analyser 3 communes, l'impact que ça aurait de la répartition des sièges avec la clé Dunn dans 3 communes. Donc, par exemple, la commune d'Assès. Voilà, commençons par la commune d'Assès, où donc on a une distribution des sièges qui est 6 sièges pour Accor, 3 sièges pour Écolo, 7 sièges pour ALN et 1 siège pour SAD. Et donc, ça permet à une coalition Accor-Écolo de se former. Si on avait une clé Dunn, la plus petite liste SAD aurait eu un siège de plus, et c'est la deuxième liste Accor qui aurait perdu ce siège, et donc on n'aurait plus de majorité. Et donc on a un système qui favorise un peu plus les plus petites listes, dans ce cas-ci SAD, et donc ça peut complètement changer le jeu des coalitions. On aurait dû aller chercher une autre coalition dans la commune d'Assès. Donc dans ce cas-ci, ça aurait changé la coalition. Alors, on va avoir d'autres communes. Si on va à Floreffe, là, on a pour l'instant une majorité qui est en train de se former entre Écolo, Défi et le PS, alors que RPF, qui a eu plus de sièges, est dans l'opposition. Et là, comme en fait, le plus petit parti, le PS, est
déjà dans la majorité. Si on passe à la clé donne, c'est ce plus petit parti qui va être favorisé, qui va passer à 2 sièges, parce que le système est plus proportionnel, et c'est RPF qui perd un siège. Et donc là, à Floreffe, la majorité qui s'installe aurait été encore plus solide, bien que RPF restait le parti le plus dominant en siège. Et puis alors, on a fait une 3e commune qui est, si je ne me trompe pas, Gèves, où là, on a GEM avec 9 sièges premiers et puis une coalition entre RPG et Écolo. Si on avait appliqué la clé DONT, effectivement, on aurait eu, alors là, il y a une petite erreur, ça doit être GEM 8 sièges, RPG 7 sièges et Écolo 4 sièges, donc ça aurait encore renforcé cette majorité. Donc on voit que ça change, et ça change souvent en faveur du plus petit parti. Ça va souvent vers le plus petit parti, et à l'inverse, c'est le plus grand ou le 2e parti qui perd des sièges. Donc ça change effectivement beaucoup de choses, mais ça peut aussi entraîner à ce que des partis gagnent de la représentation, que ça augmente l'éclatement de la représentation au conseil communal, mais ça ne change pas la dynamique de base qui est, ça reste un système proportionnel, ça reste un système de coalition, plus ou moins proportionnel, mais ça reste un système où, bien souvent, dans la grande majorité des cas, on va avoir besoin d'une coalition qui se forme, parce que c'est la logique de la proportionnalité. Et encore, là, on a comparé Imperiali et DONT, qui sont, si on compare les pays européens qui ont la proportionnelle, les 2 formules les moins proportionnelles. La plupart des pays où on utilise la représentation proportionnelle ont des choses plus proportionnelles que tant Imperiali que DONT. Donc on pourrait encore aller plus loin dans la proportionnalité. Eddy Fontaine, Magali Duprost. Je voulais simplement dire qu'effectivement, pour revenir sur ce que Magali disait, effectivement, la proportionnelle ouvre le jeu. Mais ce qui est dommage, c'est de constater que quand il y a moyen de constituer des majorités fortes et solides dans un certain nombre de communes, c'est les majorités, j'appelle ça alternatives, donc nettement moins fortes, donc nettement moins représentatives, qui se mettent en place. Et ça, peut-être, il y a une réflexion à mener, de dire qu'à partir du moment où il y a une majorité assez forte, que ce soit Pierre, Paul et Jacques qui soient mis ensemble, mais une majorité forte de 60% par exemple, c'est de dire on doit favoriser cette majorité-là parce qu'elle représente une majorité des citoyens. Maintenant, comment le faire, je n'en sais rien. Pas faire autrement, hein. Je n'en sais rien, que je dis 60, 70%, enfin voilà. Si je peux me permettre, c'est vrai qu'on peut essayer de réfléchir dans ce sens-là, mais la grande difficulté, prenons une commune comme Namur. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire qu'on va sur une coalition CDH-PS, qui aurait une majorité en siège. Mais clairement, ces 2 partis ont fait campagne en se présentant comme des alternatives claires, en disant on ne pourra pas travailler ensemble, c'est bien clair qu'on ne veut pas aller dans cette logique-là. Et donc, je pense que ça peut poser problème, et donc effectivement, on en revient à sans doute un premier tour de table pour éventuellement constater que, effectivement, les 2 plus grands partis de la commune, on ne peut pas les mettre ensemble parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes projets de ville. Et par contre, il y a un projet clair qui a été présenté à l'électeur. Ça aussi, c'est l'autre élément dont, à mon avis, on pourrait discuter. C'est la question de savoir si il faut l'annoncer à l'électeur. Revenons de nouveau sur cette commune de Namur. Le bourgmestre de Namur, il a été clair. Il a dit, moi, si je peux repartir avec la même coalition parce qu'on a la majorité, on y va. L'électeur, il ne peut pas faire le surpris et dire, tiens, je ne m'attendais pas à ce que ce soit CDH, MR et Écolo. Ici, c'est clair. Ce qui est plus embêtant, c'est qu'effectivement, quand on ne veut pas vraiment dire avec qui on préférerait aller, on peut dire je préférerais aller avec ce parti, mais après, si ce n'est pas possible, on ne le fera pas. Et en particulier, si ça pouvait être une question de programme négocié qui prennent le temps et qu'on évite de tomber dans une situation où c'est juste, en fait, en tant que personne, on ne peut pas se sentir et donc on préfère pas aller ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas une donne aussi qui est nouvelle par rapport à 2006, le fait effectivement que des 2e partis aimeraient bien renvoyer le premier parti dans l'opposition justement pour avoir la place de Mailleur? C'est le cas aussi à Viron-Laval. Voilà, donc c'était Jean-Marc Delizet qui était préposé bourgmestre et finalement il se retrouve dans l'opposition. Oui. Est-ce que ça a joué une donne dans la négociation en disant voilà, moi j'aimerais bien avoir la place de Mailleur? Mais pas du tout, parce qu'il avait été annoncé clairement que l'Alliance était quelque chose qui fonctionnait bien. Et donc, au soir des élections, je rappelle que vous étiez partants tous les deux. On a commencé la négociation effectivement avec le plus grand parti de la commune. Et on avait simplement demandé d'avoir justement par rapport aux résultats électoraux où là, le plus grand parti perd 2 sièges et les 2 plus petits partis gagnent chacun un siège, mais d'avoir une représentation au niveau du collège qui serait différente de celle qu'il y avait avant les élections. On allait rentrer en collège communal avec les mêmes têtes. Et donc, l'électeur se serait dit, il n'y a aucun changement. Et mon partenaire a calé sur cette demande. Et donc, à un moment donné, il a fallu soit se retrouver dans l'opposition, soit se retrouver dans la majorité. Et donc, comme Viron-Laval Autrement avait un programme qui était fort semblable, et ça, je pense qu'Eddy le dit, dans nos communes rurales, nous avons des programmes qui sont fort proches. On a peut-être des approches différentes pour les mettre en œuvre. Et donc, nous avons conclu qu'il fallait partir avec VM. Quand même, je crois que si une liste plus faible a l'occasion d'avoir le Mailleur, en vertu de la loi,
et qui peut, en s'alliant avec des listes plus faibles, obtenir le majorat. Dans le temps, le major valait 2 points. Dans les négociations pour constituer un collège, jusqu'en 2006, on comptait 1,5 point ou 2 points pour le major. Maintenant, donc ça voulait dire que l'autre groupe pouvait avoir 2 échevins pour compenser la visibilité et l'importance du major. Maintenant, ça vaut 1 point puisque c'est la loi. On ne peut pas négocier qui se retire, parce que si le major, qui est le plus populaire de la liste la plus forte, se retire, eh bien, c'est quand même la même liste qui a le major, puisque c'est la personne la plus populaire après le premier qui deviendrait major. Est-ce que pour vous, une correction, ça prend l'importance au moment où il y a deux coalitions possibles, parce qu'à ce moment-là, en fonction du choix de la coalition, vous offrez le majorat ou pas. Bien sûr, Donc ça reste, pour moi, ça reste une valeur de 2 points dans un cas de figure où il n'y a pas de majorité absolue. En fonction de l'endroit où on va, eh bien, on offre le majorat ou on le prend. Je pense que ça pousse à des majorités plus alternatives que dans l'ancien régime. Est-ce que je remonte peut-être à 2012, le cas d'Assès, je pense que vous étiez, ici vous avez un peu chuté, je pense 8 à 9%, mais en 2012 vous étiez stable, 44. Vous étiez le premier parti, vous avez 43% des voix, une augmentation sensible, c'est ça, une augmentation sensible. Oui. Est-ce que pour vous il faudrait mettre en place en disant, voilà, un parti qui a au moins 43% et qui a X écart avec le deuxième parti doit obtenir la majorité absolue? À l'époque, donc, on gagnait sensiblement, mais sans gagner de sièges. Donc, on passait de 35, je crois, à 44. On ne gagne pas de sièges. Et là, on frôle les 44%. À cette époque-là, dans beaucoup de communes, on aurait eu la majorité absolue. Il y avait des communes voisines à Assès où on avait la majorité absolue. Cette année-ci, on perd légèrement, mais on perd moins en chiffre absolu que la majorité, je l'ai dit, et on perd cette fois-ci un siège. Et donc c'est la clé, ce n'est même pas la loi électorale, c'est la clé impérialiste. Si on appliquait à Assès la clé d'Hondt, comme au fédéral, la majorité actuelle ne pouvait pas se prolonger. Allez vous faire comprendre à l'électeur que c'est une clé qui, en plus, des questions de programme. Je vais peut-être poser la question autour de la table. Est-ce que, voilà, je prends par exemple le cas de Floref. Le cas de Floref, le premier parti a certes chuté de, je pense, 15%, une grosse chute. 18% représente 42% plus ou moins de l'électorat florefois. Écolo est le deuxième parti avec 27%. Est-ce que pour vous, un pareil écart, on devrait dire, voilà, d'office, c'est le parti qui a 42%, qui est largement en tête, qui devrait avoir la majorité absolue? Peut-être Jean-Benoît. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres pays, ce système. Il y a 2 types de systèmes qui existent. Il y a un système effectivement comme celui-là, c'est-à-dire si on atteint plus de 40% et qu'on a un écart important avec le deuxième, on doit avoir une majorité. Et puis il y a un système qui est un peu plus fréquent en Europe, qu'on retrouve en Italie, qu'on retrouve en Grèce, qui est de dire le parti qui arrive en tête, on lui donne un bonus, un certain nombre de sièges en plus. Et donc si c'est un parti qui a déjà 35-40%, ce bonus lui permet d'avoir d'office la majorité absolue. Si par contre le premier parti a que 20%, ce qui peut arriver, hein, mettons que vous avez 6 ou 7 listes, vous allez avoir un premier parti qui a 15%, ce bonus ne suffira pas. Et donc ça, effectivement, peut-être que de réfléchir à cette logique-là qui permet de garder à la fois une certaine proportionnalité, qui permet effectivement d'avoir une certaine forme de clarté pour l'électeur. C'est il y a un parti qui arrive en tête, il a un bonus, et si ce bonus est suffisant, il gouverne. Ça a un avantage. L'inconvénient de ce type de système, c'est que vous avez tout intérêt à lutter pour la première place. Et c'est ce qu'on voit en Italie, où en fait, on a des énormes coalitions préélectorales, c'est-à-dire des listes qui regroupent 3 ou 4 partis, dont le seul but d'atteindre la première place et de donc obtenir le bonus. Et donc, le jeu des coalitions qu'on constate ici au soir de l'élection, là-bas, il se fait avant l'élection. Il est en amont. Bon, après, au moins, l'électeur est au courant de cette coalition. Maintenant, effectivement, ce système-là a du bon comme il a du mauvais, mais quand on prend l'exemple, je vais reprendre l'exemple de Couvain pour les chiffres parce que je les connais, à partir du moment où il y a un parti qui fait 10 sièges, qui fait 10 élus, il est trop fort déjà. Il est trop fort, il n'est pas assez 10 fort. sur, rappelez-moi, 23. Ouais. Il est trop fort parce que, effectivement, les autres listes n'ont aucun intérêt à s'allier avec ce parti-là, puisque, qu'on le veuille ou non, et on ne fera pas croire le contraire, obtenir le majorat, c'est quand même une priorité de tous les partis, tous les groupes confondus. Donc 10 sièges, à partir du moment où les autres font 6, même 7, même 8, ils n'ont aucun intérêt à venir avec celui-là. Par contre, ils ont tout intérêt à s'associer avec un parti qui est plus faible pour bénéficier du majorat. Ils font leur intérêt peut-être politique de se dire aussi, si un petit parti monte par exemple avec vous, avec un parti très puissant, il va se faire écraser, après il n'aura pas vraiment de droit au chapitre dans le programme. Parce qu'au niveau du collège, en collège, nous, on ne vote jamais. Je pense qu'on ne vote pas en collège. On parle de la commune et voilà, c'est collégial. Voilà, à Couvain particulièrement. Mais oui, c'est collégial, c'est ça. On prend une décision, on la prend de façon collégiale. Et il n'y a jamais eu de problème, quel que soit le partenaire. Mais là, je trouve qu'il y a une disproportion et que malheureusement, si on avait fait 11 sièges, là, on était presque incontournable. Et là, on était obligé de venir avec nous.
Mais là, on est entre les deux. Et je pense que ça se passe dans d'autres communes. Nathalie Depreux, ce qui est un... oui. Par rapport aux bénéfices des grosses listes, je pense que vous l'avez démontré, avec la clé Imperalie, il y a déjà un bénéfice pour les grandes listes. Mais là où... Effectivement, ça peut être un avantage que d'avoir un système qui permet de favoriser les grands groupes pour faciliter la mise en place d'une majorité. Donc ça, OK. Par contre, du point de vue des petits partis, ça pose vraiment question. Je vois à Florève, par exemple, le PS qui a un siège avec 10%. S'ils étaient à 9%, il n'y avait pas de siège du tout. Donc si on est dans une configuration où, par exemple, de 5 listes avec 3 petites listes qui feraient chacune 9%, avec 0 siège, qui représenterait 27% de la population, ça pose vraiment question. Parce que donc là, ce sont les limites en fait de ce système-là. Donc, OK, il a des avantages, mais il a aussi des inconvénients. Et on comprend maintenant que, effectivement, le fait d'avoir un petit parti, ça peut permettre parfois, dans certaines situations, de faire la pointe. Alors, faire la pointe, c'est à double tranchant. Je pense que ça peut être une belle opportunité pour un groupe que d'amener du changement au sein d'une majorité en place ou de faire la pointe au sein d'un grand groupe et d'amener un petit peu de discussion, parce que voilà, une majorité absolue, ça reste quand même quelque chose qui est assez inerte, hein, on est d'accord. Donc, le fait de devoir aller chercher la pointe dans un plus petit groupe, je pense que ça peut vraiment amener un souffle. Après, je pense qu'il y a aussi des situations où c'est assez crispant, parce qu'on a l'impression d'être un petit peu le petit pousset. Voilà. Donc, je pense que au Forêt-Foy, par exemple, qui dirait, voilà, RPF 42% des voix, Écolo 27%, c'est scandaleux que le premier parti qui représente 42% des suffrages soit renvoyé dans l'opposition. Pourquoi vous ne faites pas une bipartite ensemble? Des réactions par rapport à ces donc propos qu'on peut ici, entendre. on n'est pas dans la situation d'Eddy Fontaine, puisque vous dites qu'ils font 40%, mais ils viennent de 60%. Donc il y a un signal fort de l'électeur. Ils viennent de 60%. PS et Défi viennent de 0 et on fait à eux deux 5 sièges. Et nous, on a progressé. Donc je pense que le signal, il est aussi là. Donc, ça dépend un peu du quel point de vue on se place. Alors, soit on est le premier parti et on s'est pris 10% dans les dents et on reconnaît qu'on reste le premier parti et donc on est légitime, ou de l'autre point de vue, on progresse de 10, on est second parti, mais on est quand même légitime parce qu'on progresse. Donc, je pense que les élections, c'est un peu la magie, tout le monde gagne. Hein. Donc, c'est vraiment une question de point de vue. Effectivement, en tant que journaliste. De 10, on peut difficilement en faire plus. Par contre, quand on vient de 0, on fait 100% quand on prend un siège. Et c'est toute la question, Jean-Benoît Pilet, c'est toute la question. Ici, c'est en fonction, le degré de lecture est différent en fonction qu'on est dans le parti A ou B, pour déterminer tout simplement qui est le gagnant d'une élection. C'est sûr que c'est un système qui permet à tout le monde de dire qu'il a gagné ou qu'il a perdu. Donc ça, c'est vraiment un système parce qu'on peut soit parler en nombre absolu, dire ben voilà, 40% j'ai plus, et c'est vrai, il y a plus d'électeurs qui ont donné leur suffrage avec ça. Et puis on peut dire oui, mais bon, vous avez perdu par rapport à la fois dernière. Ce qui est aussi vrai. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup d'électeurs qui sont partis. Donc je pense que ça, il faut quand même faire peut-être un peu attention à l'interprétation et reprendre les chiffres et pouvoir dire effectivement un certain nombre d'électeurs à Florève ont été déçus du parti en place. Je pense que le parti qui avait la majorité ne peut pas nier que des Floréfois ont été déçus et ont décidé de se tourner vers d'autres partis. Et de la même manière, on ne peut pas non plus nier que ça reste le plus grand parti et donc ça reste le parti à qui les Floréfois ont donné le plus de... Et donc on doit pouvoir entendre ça et après aussi entendre dire, ben en fait, maintenant, on doit former un programme de majorité, et ce programme de majorité, il ne marche pas avec le premier parti parce qu'on en a discuté et qu'on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Et ça, il faut pouvoir le dire. Il y a une autre possibilité dont on n'a pas parlé et qui ne fait pas du tout partie de la culture politique belge, mais qui pourtant n'est pas inintéressante, c'est ce qu'on retrouve dans les pays scandinaves, c'est qu'on forme des gouvernements minoritaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on pourrait très bien imaginer qu'une liste avec 40% occupe le majorat, mais que sur les dossiers, on doive négocier avec les différents groupes. Et donc, c'est un casse-tête, ça, au niveau... Mais ça crée la Suède est un des pays les plus prospères d'Europe en fonctionnant systématiquement avec des gouvernements minoritaires. Pourquoi? Parce que justement, ça permet de dire, voilà, on va négocier sur les différents dossiers pour essayer de trouver un consensus. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée des parlements, et dans ce cas-ci, des conseils communaux beaucoup plus actifs, où les citoyens voient ce qui se passe, parce qu'on n'est pas sûr, oui, sous ça s'est négocié sans qu'on sache vraiment difficile à mener une politique sur 6 ans. C'est plus compliqué, ça c'est l'inconvénient des gouvernements minoritaires, et on le voit en Suède, c'est qu'effectivement c'est rare qu'un gouvernement aille au bout, donc souvent on a des élections anticipées, et donc on peut trouver des solutions plus inventives, mais même en dehors de ça, on peut aussi même avoir une majorité, et peut-être se dire que cette majorité, elle va pouvoir s'ouvrir plus facilement à l'opposition, parce que ça, même si effectivement les décisions sont collégiales
au niveau des communes et que c'est très rare qu'on vote. Par contre, c'est aussi assez rare qu'on s'ouvre à la minorité pour dire sur ce dossier-là, on va essayer d'avancer. Ce n'est pas le cas dans toutes les communes, c'est en particulier moins le cas dans les communes rurales. Mais par contre, dans les grandes villes, on constate quand même que c'est assez rare qu'il y ait une ouverture à la minorité. Et d'ailleurs, ça arrive aussi que ce soit rare que la minorité ait envie de contribuer au travail de la majorité. C'est une question de philosophie politique, on entend souvent. Mais on peut effectivement se dire qu'on peut... Pour vous, ce serait plus simple pour la démocratie. En tout cas, ça permettrait d'offrir une certaine lisibilité et un débat sur les programmes, parce que si on doit discuter devant tout le monde, devant les médias, devant les citoyens, on peut difficilement avoir des choses qui ne sont pas sur le programme, parce que l'électeur, il n'aimera pas ça. Donc, c'est quelque chose qu'on peut... Un élément, c'est que dans la pratique du fonctionnement du conseil communal, 90% des décisions sont prises à l'unanimité. Toutes les discussions relatives à la gestion ordinaire de la commune, je parie que c'est plus de 90% des décisions d'un conseil communal sont prises à l'unanimité ou avec une majorité qui dépasse. Voilà, il faudrait une union communale alors, le clivage. Oui. Mais je reprends ce que vous dites. Là où je suis adversaire des majorités étriquées d'un siège, c'est que le fonctionnement de la commune pâtit de cette formule. Il y a quelquefois des personnes empêchées de participer au conseil. Il y a les périodes de vacances, il y a des personnes malades qu'on fait revenir ou souffrantes pour avoir le quorum, de l'étranger pour atteindre le quorum parce que c'est trop court, c'est trop court, c'est mauvais quand c'est trop court. D'une part, et je termine, les compétences, n'est-ce pas, l'expérience et les compétences des gens, il y a plus dans 13 ou 14 cerveaux que dans 9. Et donc, on se prive d'une série de compétences, de gens disponibles qui ont envie de perdre du temps, de venir des soirs, des week-ends entiers, préparer les réunions, les conseils, simplement pour garder Sébastien Blais, peut-être pour éviter cet écueil, est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer que dire que la majorité, c'est pas majorité 50 plus 1, mais 50 plus 3 ou voilà, est-ce que c'est envisageable? Pour répondre à ça, je pense qu'une opposition peut être évidemment constructive et dire qu'on va se priver de l'intelligence de personnes parce qu'on a une majorité réduite, je ne pense pas. S'il y a une bonne intelligence dans un conseil communal, l'opposition peut aussi amener des propositions constructives. Et donc, c'est aussi son travail de le faire. Et donc, je pense que c'est une maturité politique de pouvoir arriver à avoir quelque chose comme ça. C'est ce que nous avons fait. Combien de fois n'ai-je pas été au secours de la majorité qui était empêtrée dans des questions juridiques, on a des questions de malfaçon dans les bâtiments, c'est un petit peu mon domaine, et on voit que même si on apporte de l'aide, même si on apporte de l'expertise, même si on fait l'appoint et qu'on vote 90% des points à l'unanimité, quand même, au moment de compter, si on sait rester entre soi, trop juste, on repart et c'est parti pour la guérilla. Encore, on n'a pas essayé de vous débaucher. Ah non, mais attendez, je vais tout de même vous donner... On prend des exemples concrets où un parti qui est dans l'opposition, qui charge un maximum un parti de la majorité, et puis finalement, après 6 ans, ils partent ensemble. Ça, c'est couvert. Il y a eu le cas à Couvin. Mais j'avais envie de dire que, en fait, ce système est vraiment manichéen, majorité contre opposition, et en fait, on cultive ça, on entretient ça. Donc, le fait d'être dans cette opposition, finalement, on se sent un peu légitime d'aller attaquer les projets. Voilà, c'est une question de philosophie politique et d'approche. Voilà, alors que je pense que le système que vous citiez tout à l'heure est vraiment intéressant, parce que même si là, on est vraiment dans le compromis à la belge poussé à outrance, je pense que ça peut, à ce moment-là, être vraiment un système qui représente finalement l'ensemble de la population. Et donc, c'est la plus belle des majorités qu'on puisse faire. Alors, de devoir composer, c'est vrai que c'est plus compliqué, c'est beaucoup plus inconfortable. Mais voilà, enfin, en tout cas, c'est ma vision. Je pense avoir une opposition qui puisse contribuer, qui puisse prendre part aux discussions, peut-être pas pour les 90-95% des dossiers, parce qu'effectivement, c'est plutôt de l'ordre du technique, mais sur les dossiers stratégiques, sur les dossiers qui sont important pour le cadre de vie des citoyens, pour les citoyens de sa commune, je pense que ça peut être vraiment une option intéressante. Après, il faut voir quelle formule pourrait être appliquée, mais je pense que c'est sortir de ce système majorité-opposition, dans certains cas, ça peut vraiment être salutaire pour tout le monde. Donc en conclusion, ce qu'on dit ici, la discussion, si elle peut avoir lieu entre majorité et opposition, elle peut avoir lieu la semaine qui suit les élections aussi. Ça devrait. Voilà. C'est tout simplement la négociation. Vous tendez la perche. Il reste 3 minutes d'émission. Peut-être rapidement sur les accords préélectoraux. Est-ce que vous pensez que les électeurs doivent savoir quel parti voudrait partir avec quel parti? Est-ce que pour vous, il doit y avoir une clarté? Est-ce que ça vous choque qu'il y ait des accords préélectoraux ou pas? On peut entendre des gens disant c'est scandaleux. Voilà. Eddy Fontaine. Les accords préélectoraux, ils ont toujours existé. Toujours. Et moi, je suis un fervent défenseur de dire un accord électoral, s'il est pris, il doit être annoncé clairement aux citoyens, à la population.
Parce qu'à partir du moment où il est annoncé, on ne peut plus faire un coup de Jarnac et dire « moi, je m'assieds dessus et je pars avec les autres ». Parce que c'est ce qui se passe, hein, en réalité. C'est ce qui se passe. Donc ça n'a pas valeur légale, en fait. C'est pas un pacte de majorité. Non, de toute façon, légalement, on ne peut pas avoir d'accord préélectoral. Logiquement, c'est prévu comme ça, on ne peut pas en avoir. Voilà, ça n'a pas de valeur. Mais à partir du moment où vous avez déjà un parti qui signe un accord préélectoral et qui, dans les mêmes conditions, je ne dis pas qu'il a plus en partant avec les autres, dans les mêmes conditions, s'assied sur l'accord électoral alors que le programme est conjoint, je trouve que c'est scandaleux. Donc le fait d'annoncer les accords préélectoraux, s'il y en a, de dire voilà, nous on est plus en face avec Écolo et si on a la possibilité d'avoir une majorité, on partira avec Écolo, je pense que c'est clair pour le citoyen. Et il y aurait déjà moins de problèmes, de gens qui disent oui mais on n'a pas été entendu. Si, on avait annoncé les choses, donc c'est comme ça. Monsieur Skellen, brièvement, est-ce qu'on arrive tout doucement à son émission? Sur Viron-Aval, il y a eu des accords préélectoraux pendant 24 ans, et donc cette fois-ci on est parti sans accords préélectoraux, et je pense que si les accords préélectoraux sont effectivement déclarés à la population avant d'aller voter, ils ne posent pas de problème, mais je pense aussi que s'il n'y en a pas, ça laisse la liberté à chaque groupe de pouvoir reconstituer une majorité après les élections. C'est ce qui s'est passé à Viron-Aval. Vous me demandiez si Accor avait voulu m'approcher pour élargir la majorité. Il y a eu un simulacre de négociation, mais donc à minuit ou 1h du matin, le lendemain des élections. Mais ce qui est certain, c'est qu'Accor a voulu élargir sa majorité en allant voir l'élu unique de c'est-à-dire... Liste citoyenne, oui. Liste citoyenne, un élu, en lui demandant de démissionner, parce que lui était non grata, c'est un ancien de ce groupe-là qui a fait sécession, et que si c'était une autre personne de la liste, justement du sexe féminin, ça tombait bien, alors elle était escabinable. Alors ça brouille les cartes, et c'est ce qui se passe à Assès, et je mets au défi le meilleur de me contredire. Allez, juste en guise de conclusion Jean-Benoît Pilet, par rapport à ce qu'on vient de dire. Et je pense qu'on en a déjà parlé, il faut pouvoir faire la clarté, donc l'électeur doit pouvoir entendre s'il y a des préférences, mais en même temps, il doit aussi pouvoir entendre, ces préférences, elles ont été contredites par le résultat du scrutin, et donc on aura une autre majorité. Et je pense, parfois on a peur que les accords préélectoraux soient sanctionnés par l'électeur. On peut prendre une commune qui n'est pas dans la province de Namur, Autigny-Louvain-la-Neuve. C'est la 3e fois que PS, Écolo et CDH vont ensemble en l'annonçant à l'électeur à l'avance, et c'est la 3e fois qu'ils ont la majorité absolue et qu'ils sont reconduits par l'électeur. Donc c'est pas vrai qu'on va être sanctionné par l'électeur si on l'annonce. Donc c'est effectivement, Rochefort est un autre exemple. C'est une question de clarté, donc j'espère qu'en 2024, vous viendrez, vous nous annoncerez les accords préélectoraux en termes de clarté. Merci d'être venu, en tout cas, d'avoir échangé. Voilà, on aurait pu encore parler, parce qu'on a fait un mini-débat hors antenne d'une demi-heure, donc on aurait pu encore parler, je suppose qu'on va encore parler après ce direct. Merci de nous avoir suivis, et si vous passez à table, pensez à nous. Merci, bonne soirée, au revoir.